Hola, buenas tardes. Merci de nous accompagner dans ce nouveau numéro de Inside Liga. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons nous intéresser aux joueurs espagnols, mais pas aux joueurs espagnols en Espagne. On va partir du côté de l'Italie pour voir comment ça se passe pour ces 21 joueurs espagnols qui ont décidé de s'expatrier cette saison. Nous allons nous intéresser forcément à la journée de Champions League qui est commencée depuis quelques minutes avec le Real Madrid, le Barça, Séville, Atlético de Madrid et puis l'Europa League, c'est jeudi prochain avec Villarreal notamment, qui pourrait effectivement être déjà qualifié pour la phase suivante. Et puis, nous allons terminer avec un match, un superbe match, celui de samedi prochain, Sevilla-Real Madrid. Sevilla-Real Madrid et tout ça avec un invité de marque, Matteo Ghisalberti. Mais pour l'instant, c'est top départ, Inside Liga. Et aujourd'hui, donc, avec nos consultants et notamment Abdelhamed, bonjour, chroniqueur et sportif, éducateur et sportif. Comment tu vas? Ça va très bien, bonjour à tous, très content de retrouver l'émission. J'avais fait la première et là, c'est un plaisir de revenir parmi vous. Et nous accompagne aujourd'hui Achille, notre spécialiste de la Serie A, del calcio italiano. Comment tu vas, Achille? Ça va, tout va bien. Juste une petite pensée à la famille de Pape Diop, Papa Bouba Diop. Voilà, on les salue et toutes nos pensées vont au peuple sénégalais. Juste vous rappeler qu'Achille présente une émission qui s'intitule Inside Critique. Inside Critique. La dernière était dédiée à Maradona, qui nous a quittés la semaine dernière. Ne la ratez pas. Je vous conseille sérieusement de suivre les Inside Critiques de notre ami Achille. Et aujourd'hui avec nous, puisque nous allons parler de l'Italie, il fallait un journaliste italien, Matteo Ghisalberti. Matteo, qui est donc journaliste italien, rédacteur en chef du site d'information Puig Media. Comment tu vas, Matteo? Merci de nous accompagner aujourd'hui dans cette émission où on va parler de l'Italie, mais surtout des joueurs espagnols. Exactement, ça va très bien. J'ai hâte de pouvoir rentrer un petit peu aussi dans mon Italie, mais bon, il faudra attendre la fin de ce cauchemar qui a été très lourd d'ailleurs pour nos deux pays, nos trois pays, parce que la France aussi malheureusement a été très touchée. Mais bon, on est convaincu qu'il y aura des journées meilleures et des journées aussi agrémentées par des bons matchs de foot. Des journées comme celles que nous avons vécues le week-end dernier. C'est l'instant, la quiniela. La quiniela avec les résultats du week-end qui vient de se terminer. Vendredi, samedi, dimanche et lundi, c'est voilà les 4 jours où les clubs espagnols disputent la Liga. C'était la 11e journée du championnat espagnol avec des résultats intéressants. Déjà, Real Valladolid 1, Levante 1, c'était le match des mal classés. Et il s'est terminé par un match nul. Elche Cádiz, deux équipes qui ont monté sur la catégorie, la première catégorie du football espagnol, aussi un partout. Donc match nul. Valencia Atlético de Madrid que nous allons débriefer dans quelques minutes avec une victoire de l'Atlético de Madrid. Huesca Sevilla, Séville qui est allé s'imposer à l'extérieur et qui depuis quelques semaines nous fait plaisir à voir puisqu'ils enchaînent les bons résultats. Et puis Real Madrid 1, Deportivo Alavés 2. Le Real Madrid qui a été battu par Alavés. Il faut juste rappeler que c'est la 12e fois dans l'histoire où Alavés réussit à battre le Real Madrid. Puis le Barça a fait un nouveau carton, c'était face à Osasuna, 4-0. Getafe, Athletic Club de Bilbao, c'était 1 partout. Et puis Celta Grenade, 3-1 pour Celta mal classé, et qui a encore battu Grenade, qui pour la 12e fois perd un match avec 3 buts. C'était déjà le cas la semaine dernière. Et puis, il y a eu la Real Sociedad, leader du championnat espagnol, qui a fait match nul face à Villarreal.
qui est une des équipes révélations cette saison, au moins en ce début des championnats après 11 journées. Juste vous rappelez donc le classement de la Liga espagnole avec la Real Sociedad première avec 24 points, l'Atlético de Madrid juste derrière 23 points, Villarreal 3e, 20 points et le Real Madrid 17 points avec 4 points, avec 4e avec 17 points. Et puis 5e, Séville qui monte, 16 points et 5e du championnat. Le Barça n'est que 7e avec 14 points et Valence, vous savez que je tiens beaucoup à Valence, je suis de Valence. Alors Valence n'est que 13e avec 12 petits points du côté donc de la Ciudad del Turia. Rappelez que le Pichichi, le meilleur buteur du championnat espagnol, est toujours Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad, qui a encore marqué ce week-end face à Villarreal avec 7 buts. Juste derrière, Gérard Moreno, l'un des joueurs de Villarreal qui a marqué donc aussi, mais cette fois-ci des pénaltys avec 6 buts. Et puis derrière avec 5 buts, Bouzabé, donc Yago Aspas, Paco Alcácer, toujours de Villarreal, Luis Suárez et Joao Félix de l'Atlético de Madrid. Tous eux avec 5 petits buts. Alors, la première question, mon ami Matteo, quel club supportes-tu du côté de l'Italie? Parce qu'il n'y a qu'un club, j'imagine. Il y en a deux. Ça, c'est les couleurs de deux clubs que je soutiens. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est le noir et c'est le bleu. Donc, je vous laisse deviner quelles sont mes équipes préférées en Italie. Elles sont très proches géographiquement. L'une est la ville de ma ville de naissance, l'une est l'équipe de ma ville de naissance, donc Bergame, et l'autre, c'est l'une des équipes de Milan. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, déjà Bergame qui a fait une superbe saison la saison dernière. Oui, mais Bergame, c'est la banlieue. Il nous a surpris, qui était dans la finale 8 du côté de Lisbonne. Pour quelqu'un qui est né à Bergame et qui supporte Bergame, ça c'était une surprise quand même. Alors, je dois déjà vous dire qu'en Italie, on ne l'appelle pas Bergame, on l'appelle l'Atalanta. L'Atalanta, oui. Voilà, c'est ça. Et on n'appelle pas Atalanta Bergame ni Inter Milan parce que le Milan nous rappelle nos cousins, comme on les appelle, de supporters. Mais il y a toujours cette guerre entre les deux clubs. Non, effectivement, l'Atalanta fait une très bonne saison et d'ailleurs, récemment, elle a gagné contre le Liverpool. Donc, chapeau. Après, elle a eu quelques problèmes dans le championnat, mais bon. C'est une équipe que, pour revenir malheureusement au Covid, s'est donné comme mission après la première vague de remonter le moral aussi au Bergamasque. Et c'est pour ça aussi qu'elle avait joué très très bien contre le PSG cet été. Et malheureusement, bon, le match s'est terminé avec la victoire du PSG, mais bon, c'était un bon match. Oui, bon, c'est bien pour la victoire du PSG parce que Atalanta a humilié la saison dernière Valence, mon équipe à moi, aussi bien du côté de l'Italie que du côté de l'Espagne. On s'est pris deux raclées anthologiques avec Atalanta, qui est en fin de compte une équipe, entre guillemets, où il était l'année dernière surtout. Achille, une petite équipe des vieux, parce que c'était des vieux, des jeunes, des gens très expérimentés avec des jeunes moins expérimentés. Et forcément, on a construit une équipe à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Non, mais ça fait plusieurs années. Je ne dirais pas que l'année dernière. Je pense que l'année dernière, c'était peut-être l'aboutissement voilà, de plusieurs années de travail. Mais Gasperini est là depuis, si je ne dis pas de bêtises, et Matteo me corrigera, plus de 5 ans. Enfin, 5 ans. Maintenant, je crois qu'il est sur sa 6e année. C'est un projet de longue date. Il ne faut pas oublier aussi que Bergame, la ville de Bergame, est une ville extrêmement riche. Et donc, le projet sportif qu'il y a autour du club est très cohérent, avec une philosophie de jeu, en alliant expérience plus jeunesse. Quand on voit Papu Gomez et quand on voit Jovan Zapata, voilà, c'est la caractéristique de cette équipe qui arrive à émerger parmi les deux clubs qu'il y a à Milan. Je dirais plutôt le seul club qui apparaît à Milan. Alors, on va revenir du côté de la Liga espagnole et du week-end dernier. Mais d'abord, je dis bonjour à Alison.
Comment tu vas, Alison? Merci de nous accompagner. Merci. Programme chargé aujourd'hui. Programme très chargé, très beau programme ce soir. On va juste quelques mots sur le match qu'on avait choisi la semaine dernière. C'était ce Valencia Atlético de Madrid qui s'est terminé avec la victoire de l'Atlético de Madrid. La première des choses, c'est que l'Atlético de Madrid n'a toujours pas perdu un match du côté de la Liga. Hein, c'était la 11e journée. Et Abdel, peut-être la première des choses, c'est qu'ils ont gagné, mais Diego Costa n'était pas là, Luis Suarez n'était pas là. Par contre, Lemar, lui, il était là. Ouais, c'est ce qui est impressionnant avec l'Atlético de Madrid cette année, c'est qu'ils ont un effectif assez large. Donc, quand tu peux te passer de Diego Costa et de Luis Suarez, même s'ils aimeraient qu'il soit dans l'équipe et que tu arrives à le remplacer par Lemar, Vitolo, Correa aussi qui fait pas mal de bonnes choses, tu vois qu'ils sont quand même sérieux et qu'ils sont pas là par hasard. Après, le match face à Valence, ça a été une première période assez équilibrée, même si l'Atlético a eu le plus d'occasions en première période. Et en deuxième, par contre, ils ont vraiment accéléré avec une possession quand même largement supérieure. Ils ne sont pas forcément connus pour ça pourtant, mais là, cette année, et même depuis l'année dernière, ils sont sur un nouveau style, entre guillemets, je pense, où ils aiment avoir beaucoup plus le ballon, et ça se voit avec les résultats et les joueurs de qualité qu'ils ont. Et franchement, la victoire, elle a été méritée, même si du côté de Valence, Lato qui marque contre son camp, et c'est malheureux parce qu'il vient de remplacer Gaïa, qui est blessé pendant une longue période. C'est mérité, c'est pas arrivé au hasard. Et ça, c'est la chance du champion, on peut dire ça comme ça, même si c'est un peu tôt pour se prononcer. Franchement, ça va être un sérieux candidat au titre. Et c'est une équipe plaisante à voir, contrairement à peut-être avant où c'était assez défensif, où on ne voyait pas forcément du jeu et c'était beaucoup de coups de pied arrêtés. Là, c'est plus que plaisant à voir. Parce que Alisson, justement, du côté de l'Atlético Madrid, il y a un changement dans la façon de jouer. Et nous, on avait commenté il y a quelques semaines ce match Valencia-Real Madrid, où Valence avait gagné face au Real Madrid, même s'ils n'avaient pas convaincu, mais ils avaient gagné. Cette fois-ci, avec Guedes, on connaît bien en France, puisqu'il est passé par la France, avec Mangala, qui était dans l'équipe titulaire des Valence. Il n'y avait pas Gameiro cette fois-ci. Mais ce Valence-là, qui est capable de gagner face au Real Madrid, est capable aussi de se planter face à une équipe importante comme l'Atlético de Madrid, ce qui on prévoit donc des temps difficiles pour cette équipe de Valencia. Les temps difficiles, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Ça fait plusieurs saisons que Valence traverse un brouhaha et un brouillard pas possible, on le sait, que ce soit du côté de la direction et aussi du côté de l'effectif. Hein. Ça, on le sait, on en avait parlé ici dans cette émission. Valence est une équipe totalement inconstante, qui est capable justement de faire des grosses performances contre Madrid. Avant, c'était pas très top, ça jouait pas très bien, ça gagnait pas. Pendant le match du Real, c'était constant. La victoire, on est ressorti de ce match-là. Et après, ça s'est écroulé aussi du côté de Valence. Et j'ai l'impression que cet effectif a beaucoup de difficultés déjà à se trouver, les joueurs les uns avec les autres, ça se ressent dans le jeu, et à se trouver plus généralement. Donc, du côté de Valence, je pense que ça s'est écroulé avant. Il y a eu l'épisode Madrid et ça s'écroulera malheureusement aussi après, tout au long de la saison. Et Matteo, justement, on sait que tu supportes deux clubs du côté de l'Italie, mais est-ce que tu as un œil bienveillant sur un club espagnol en particulier? Je ne pense pas que ça soit le Real Madrid parce qu'il va éliminer l'Inter de Milan en Champions League, mais y a-t-il un club en particulier qui te fait plaisir du côté espagnol? Je vais te surprendre, je suis plutôt, attiré par le Valencia, effectivement, parce que je n'aime pas les très grands clubs, moi, et donc je préfère, et puis je visitais Valencia, j'ai bien aimé cette ville, donc pourquoi pas adopter son équipe. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est justement parler de l'Italie et de l'Espagne et de ces 21 joueurs espagnols qui sont partis cette saison du côté de l'Italie. Et cette séquence s'appelle « Les Espagnols d'ailleurs ».
Et donc, pour ça, Achille va nous présenter quelques-uns de ces 21 joueurs espagnols qui sont allés du côté de l'Italie cette saison. 21 joueurs qui sont repartis entre 9 clubs sur les 20 clubs de la Serie A. Donc, ce qui met pratiquement 50% des équipes ont des joueurs espagnols. Peut-être rappeler que l'équipe la plus espagnole de toutes, c'est le AS Roma. Hein, la Roma avec 5 joueurs espagnols et derrière c'est la Lazio, 4 joueurs et la Fiorentina avec 4 joueurs. Donc parmi ces 21, nous en avons choisi quelques-uns et notamment le premier, c'est justement un joueur de la Fiorentina qui a fait un piètre match nul ce week-end. C'est Callejon. Que peut-on dire de ce joueur qui est aujourd'hui en Italie? Bah, c'est le plus italien des Espagnols. Voilà, c'est José Callejon qui a totalement épousé la culture italienne. Alors, c'est un enfant, l'enfant du Real. Hein. Voilà, il a joué, malheureusement pour lui, il est arrivé au moment où il y a eu l'arrivée de Zidane, dans la transition entre Zidane et Ancelotti. Derrière, bon, il n'a pas forcément eu les faveurs de Zidane, au profit d'ailleurs de Lucas Vazquez, qui a vraiment pris sa place. Et derrière, son choix m'a surpris de partir en Italie et de surcroît au Napoli. Mais force est de constater que derrière, il a fait une formidable carrière du côté du Napoli, parce que c'est là où il a joué le plus de matchs, d'où son petit surnom d'italien, où on peut le voir avec sa petite moustache, sa coupe de cheveux vraiment très très italienne. Il a fait 348 matchs, ce qui en fait le deuxième joueur espagnol ayant joué le plus de matchs en Serie A. Le deuxième, mais c'est pas lui le premier. Alors, Matteo, est-ce que quand on est supporter du foot italien et qu'on voit passer des joueurs du Napoli à la Fiorentina ou de la Fiorentina à Napoli ou du Napoli à Benevento, est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a des clubs auxquels on n'aimerait pas avoir des Espagnols comme ça? Quand on est à la Fiorentina, est-ce qu'on aime voir des joueurs qui arrivent de Napoli? Effectivement, c'est intéressant parce que, à la différence des footballeurs italiens qui ont peut-être un peu de parti pris parfois aussi liés à leurs origines géographiques. Vous savez qu'en Italie, on est très attaché justement à notre province, à notre région, etc. C'est intéressant de voir que les joueurs espagnols en particulier passent avec une certaine facilité à des clubs qui ont des différences structurelles dans leur jeu et aussi dans leur organisation. Disons, certains sont plus proches à une entreprise de famille, d'autres sont plus internationales ou en tout cas orientées à l'international. Et donc, c'est intéressant de voir que les footballeurs espagnols sont en mesure de faire un choix parce que on a un peu l'impression que les footballeurs espagnols souhaitent tester les différentes façons de jouer qu'on a en Italie. Et donc, ils s'élancent dans ces changements qui sont un peu étranges, peut-être pour certains footballeurs italiens, mais qui, en général, aboutissent à quelque chose d'intéressant. Oui. Un autre joueur espagnol qui a fait au moins 2 clubs du côté de l'Italie, c'est Fernando Llorente. Achille, Fernando Llorente, qui est aujourd'hui à Napoli, mais il est comme s'il n'était pas là. Parce que quand on regarde ses stats, il appartient à Napoli, il est parfois appelé, il a été 3 fois dans le groupe, mais il n'a joué aucun match encore aujourd'hui. Llorente, quand on parle de lui et quand on parle de son passage en Italie, Llorente, il est caractérisé par la Juventus, par la Juve. La Juve, c'est, si je ne dis pas de bêtises, il était dans l'effectif de la finale de Ligue des Champions de la Juve. Derrière le duo Mandzukic, il y avait Mandzukic, Dybala et je saurais Morata, plus... il était pas là Morata, non, c'est l'année d'après Morata, si je ne dis pas de bêtises. Ça reste à vérifier. Néanmoins, voilà, Fernando Llorente, c'est un joueur, je ne saurais pas le définir. C'est un attaquant de fixation très puissant, mais il n'a pas laissé une empreinte impérissable en Italie, en fait. Et c'est très probablement la raison pour laquelle, aujourd'hui, du côté de Naples, chose extrêmement surprenante quand même, parce qu'il est champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Il a quand même un gros palmarès, c'est pas n'importe qui, mais il joue pas. Il joue pas. Aujourd'hui, quand on voit Osimhen qui est absent pour sa luxation de l'épaule,
Milik, qui aussi est dans le groupe mais qui ne joue pas aussi, Llorente aurait pu aussi avoir un rôle à jouer pour faire souffler un petit peu Mertens, mais en l'occurrence, ce n'est absolument pas le choix de Gennaro Gattuso. Justement, Abdel, quand on regarde le parcours de Fernando Llorente, donc son club formateur, c'est Bilbao, où il a joué quand même entre 2004 et 2013. Il est passé par les championnats italiens, effectivement par la Juventus entre 2013 et 2016. Et, il est passé aussi par l'Angleterre, par Swansea et par Tottenham. Est-ce que c'est en fin de compte un joueur, comme tu disais, qui a fait quelque part son temps, qui est un joueur qui aujourd'hui pratiquement va devoir peut-être se conformer à être systématiquement suppléant, voire à même pas être convoqué? Je pense que quand même, ouais, comme il a dit Achille, il y a un moment donné à Naples, quand il y a les attaquants qui sont blessés et qu'on te fait pas confiance, peut-être que tu es encore, que c'est peut-être compliqué et que t'as pas retrouvé ton niveau. Après, outre Bilbao, où il a commencé, comme tu as dit, où il a été formé, ça a toujours été plus ou moins un attaquant De second choix, voilà. ouais, de second choix, plus un super sub, même qui fait très bien son travail, attention, mais il lui a toujours manqué ce petit truc pour démarrer à la pointe de l'attaque, où il a toujours eu ce truc en moins pour bousculer les attaquants qui étaient titulaires. Néanmoins, comme il a dit Achille, c'est un joueur avec des qualités, un très bon jeu de tête, capable de peser sur les défenses, mais c'est plus quelqu'un sur qui tu comptes en seconde partie de match plutôt que de l'aligner au début. Après, voilà, il a fait une belle carrière. Je pense qu'en championnat, il n'a pas beaucoup joué, mais en Ligue des Champions, il me semble qu'il a fait 1 ou 2 apparitions, mais ça reste quand même très léger pour un joueur avec sa carrière. Mais je pense que c'est peut-être la fin. Il s'est fait un dernier challenge, mais peut-être que c'était trop pour lui. Je voudrais juste rajouter un petit mot. C'est quand même assez surprenant, étant donné qu'on connaît le caractère de Gennaro Gattuso, qui est quelqu'un de très combatif, qui est très affectif. Et quand on connaît le parcours de Llorente, qui sort de Bilbao, qui est un club avec une grosse ferveur, où il faut un énorme caractère pour pouvoir réussir à s'imposer, normalement, ça aurait dû être le match parfait. Mais si ça matche pas, c'est qu'il y a un souci. Oui, derrière, je suis d'accord avec toi. Gennaro, il fait pas de cadeau. Alors, ce peut être aussi son dernier challenge dans un championnat étranger, c'est Pedro qui est allé du côté de la Rome cette saison. Lui, par contre, il a fait déjà 12 matchs avec la Roma. Alors, Pedro en Italie, après l'Espagne, après la Première Ligue, c'est étonnant, c'est pas étonnant? Comment ça se passe pour notre ami Pedro? Moi, je m'attendais plutôt à une retraite dorée en Espagne ou alors dans un pays exotique. En l'occurrence, de le voir arriver à la Roma et de le voir aussi performant, force est de constater que Pedro, il a été recruté pour amener à la Roma cette expérience qui manquait un petit peu devant, parce qu'on retrouvait beaucoup Dzeko seul à devoir faire les différences assez seul. Il y a un Pastore qui est défaillant, qui est très souvent blessé. Zaniolo aussi, qui malheureusement manque de peau pour lui en l'espace de même pas 2 ans. Il a eu 2 fois les croisés, ça fait beaucoup. Et Pedro, il arrive, il s'installe, et automatiquement il est performant, notamment avec ses 4 buts, mais il a aussi un nombre de passes décisives, et il est très influent dans le jeu. Voilà. Et il y a un duo, malheureusement on l'a pas trop vu lors du dernier match contre le Napoli, mais avec Mkhitaryan. Oh oui. Mkhitaryan. Ouais, il y a un trio qui s'est fait, Dzeko, Mkhitaryan, Pedro, et on ne sait pas, mais je lui souhaite tout le meilleur, et puis je pense qu'il a encore 1 à 2 bonnes saisons en Serie A, et après, je pense que ça va un petit peu chuter, quoi. Oui. Bon, il a quitté Barcelone parce qu'il jouait pratiquement plus. C'est vrai qu'il était le 3e attaquant et donc il a fallu qu'il se décide à quitter Barcelone. Il a fait quand même un passage très intéressant du côté de la Première Ligue à Chelsea. Tu es surprise justement de voir le niveau de performance de Pedro, qui n'est pas non plus un tout jeune joueur? Je suis exactement sur la même lignée que Achille. Après son passage à Chelsea, je me disais, où est-ce qu'il va rebondir? Où est-ce qu'il peut aller? Peut-être qu'il va aller du côté de la MLS, peut-être que. Et puis, il a signé à la Roma. Je me suis dit, bon, j'attends de voir. Et comme tu l'as dit, Juan Rossi, c'est pas un jeune joueur, Pedro Rodriguez. Donc, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant en aussi peu de temps, entre guillemets, et qu'il ait autant d'impact dans le jeu. Moi, c'est là que je suis surpris, parce qu'on lui connaît les qualités. C'est quelqu'un qui percute, c'est quelqu'un qui a un jeu, c'est quelqu'un qui a pas peur du ballon, qui sait toucher le ballon, qui sait le manier. Mais avec justement le passage un peu en dents de scie à Chelsea, rebondir de cette manière-là et à cet âge-là, même s'il est pas très vieux, je crois qu'il a 33 ans.
3 ans, c'est quand même fort de sa part. Et j'aime beaucoup ce qu'il donne à la Roma, en tout cas. Matteo, justement, il y a des jeunes joueurs qui vont du côté du championnat italien, mais justement des joueurs comme Pedro, alors quand on suit de près le football, le fait de voir arriver des gloires du football qui sont un peu théoriquement en décadence, ça apporte quoi au championnat italien? Est-ce que ça apporte de l'expérience? Est-ce que c'est juste une façon de les faire terminer sa carrière dans un championnat auquel ils n'ont jamais disputé des matchs? Est-ce qu'ils arrivent à apporter quelque chose, justement, ces vieilles gloires, et je mets vieilles gloires entre guillemets. Quel est le regard que vous portez justement sur ces joueurs expérimentés qui arrivent au Calcio comme aujourd'hui donc Pedro? Bah, déjà, je voudrais dire à Achille que l'Italie a un pays exotique aussi. Et Rome en particulier, c'est une ville très belle. Non, mais, blague à part, non, effectivement, disons que la tendance un peu statistique, c'est celle de voir arriver des champions, enfin, oui, des champions du monde aussi, des footballeurs qui sont un peu à la fin de la carrière, mais qui parfois sont régénérés par le championnat italien. Donc, on a vu effectivement qu'il y a eu des bons résultats, des bonnes actions de la part de Pedro, mais par exemple, il y a aussi Alvaro Morata qui a été à la Juve en 2014, de 2014 à 2016, et puis il est revenu cette année. Et voilà, il a été un pourvoyeur de nombreux buts. Donc, comment dire, c'est intéressant de voir que même avec un parcours déjà intéressant dans leur pays ou dans d'autres championnats, ils arrivent en Italie. C'est vrai qu'on pourrait se demander si pour les footballeurs espagnols, l'Italie reste un peu comme la dernière case à matcher, à cocher avant de partir à la retraite. Justement, Achille. Mais il y a quand même le contre-exemple avec Fabien Ruiz. Oui, tout à fait. Fabien Ruiz qui est relativement jeune et qui, c'est un plaisir de le voir jouer depuis 2 saisons au Napoli. Il est très élégant, très bon dans la relance et bon tacticien. Donc, et international. International. Parce que justement, dis-moi Matteo. Non, et d'ailleurs, je lisais juste ces derniers jours, je reviens un petit peu à l'Atalanta, mais c'est tout simplement pour dire que le style de certains footballeurs espagnols est aussi dans les esprits des footballeurs italiens, parce que il y a cette nouvelle, comment dire, promesse de l'Atalanta qui s'appelle Matteo Ruggeri et qui est très jeune et qui justement a donné déjà des bons résultats, mais qui s'inspire aussi à un footballeur espagnol qui est Marcos Alonso. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cette, comment dire, comme si les Espagnols étaient quelque part des footballeurs qui ont un style de jeu à imiter dans certaines conditions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pedro n'est pas tout seul du côté de la Roma. Il y a un autre joueur donc espagnol avec la Roma et avec Pedro, c'est Borja Mayoral. Et lui, l'Italie n'est pas forcément le dernier de ses choix. Parce que quand on regarde sa carrière, c'est vrai qu'il a débuté du côté du Real Madrid, qu'il est passé par l'Allemagne, il est retourné en Espagne, et là il part en Italie, il est à la Roma. C'est aussi un joueur auquel on fait appel souvent, puisqu'il a déjà joué 7 matchs de Serie A avec la Roma. Faut savoir que c'est un joueur qui appartient toujours au Real Madrid. Et il est en prêt. Voilà, il est en prêt, donc il faut bien le préciser parce que c'est une importance capitale. C'est un joueur en qui, malheureusement, pour lui, au Real Madrid, il y a Benzema, il y a Higuaín. Saturation. Il peut pas. Mais quand on l'envoie en prêt, on voit qu'effectivement, c'est un joueur qui, s'il a de la confiance, s'il a de la stabilité, il peut devenir un vrai serial buteur. Là, on a pu le voir pendant 2 ans avec Levante. 2 ans, c'est 69 matchs, 14 buts. Ça prouve que quand même, il y a un palier qui est passé. Et puis, qui sait, la Roma, qui est un club où il y a eu beaucoup de tumultes. Il y a eu un changement de propriétaire, un coach qui fait un gros turnover, des joueurs qui sont au départ, un Francesco Totti aussi qui est parti. Quand j'ai vu Borja Mayoral arriver là-bas, je me suis dit, il risque de se tuer. Parce que la Roma, il n'est peut-être pas assez prêt, il n'a peut-être pas assez de coffres pour pouvoir s'imposer tout de suite à la Roma. Et puis devant lui, il y a qui? Il y a Dzeko.
Donc c'est un poids supplémentaire, mais force est de constater qu'il arrive à avoir du temps de jeu, il marque, et que le coach Paulo Fonseca lui fait confiance, et c'est ce dont il manque le plus, c'est de la confiance. Justement, Adèle, parce qu'on peut se dire tout simplement que le Real Madrid, effectivement, n'a pas de la place pour lui dans son effectif, qui est assez pléthorique normalement, mais le fait de l'envoyer à la Roma après le Levante, c'est justement pour se dire, on va lui faire franchir encore un cap, un palier, et peut-être effectivement qu'il va retrouver sa place, même si on sait que dans d'autres occasions, malheureusement, ils ont dû partir. Mais là, il a toujours la confiance du Real qui mise sur lui quand on l'envoie à la Roma. C'est pas n'importe qui. C'est sûr, comme il a dit Achille, le fait qu'il soit prêté, pourquoi c'est important, c'est que ils ont confiance en lui pour qu'ils prennent confiance dans des clubs un peu plus mineurs, entre guillemets. Mais si jamais il est performant, ils lui redonneront une chance. S'ils ne voyaient pas de qualité en lui, ils auraient fait un transfert sec. Depuis un moment, je pense que c'est quand même un joueur qui vient du Real, il a forcément des qualités, il a appris Il a Ligue des Champions, faut bien le préciser. Oui, c'est ça, tout à fait. Il a ça dans son palmarès, donc s'il voyait rien en lui, il l'aurait transféré directement. Après, voilà, c'est vrai que même dans les prêts, on arrive à des nouveaux clubs, Wolfsburg, après Levante, après la Roma, et comme il a dit Achille, la Roma, c'est un club assez compliqué. Tu peux très vite avoir ta place alors que tu n'étais pas forcément attendu. Et comme il a dit, en ce moment, il y a beaucoup de turnover. Il marche bien aussi en Coupe d'Europe, où il fait beaucoup tourner. Et franchement, c'est un bon attaquant. Il a un profil un peu à l'ancienne. Et je trouve qu'il est assez intéressant. Et on va voir ce qu'il va donner à la Roma. Mais pour l'instant, c'est des bons débuts. Alors, quelqu'un je ne sais pas s'il a un profil à l'ancienne, mais il est certain qu'il n'est pas non plus tout jeune. Il n'a pas 22 ans. Il a quand même quelques championnats importants dans sa carrière de footballeur. Il s'appelle Álvaro Morata. Alors, Álvaro Morata, qui est parti à la Juventus, qui est reparti de la Juventus pour aller au Real Madrid et qui revient à la Juventus. Alors, Álvaro Morata, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est un paradoxe. C'est l'enfant prodige. Enfant prodige, formé à l'Atlético Madrid, il faut bien le préciser, à la base, et puis qui tente de faire son trou au Real. Manque de peau aussi, même problème comme Mayoral. Il y a des joueurs beaucoup plus performants que lui, et il trouve sa bouffée d'oxygène en se rendant à la Juve, où, avec Conte, il a cette chance-là de pouvoir jouer. Alors, sa chance, c'est qu'il arrive dans une équipe qui tournait déjà. Qui tournait beaucoup, contrairement au Real où c'était en phase de construction et ainsi de suite. Et à la Juve, en fait, il a été totalement épanoui. Il s'est totalement épanoui. Et je crois même quand il arrive à la Juve, il se rase la tête. Voilà, il se rase la tête, nouveau départ. Il a sa petite copine aussi, sa petite chérie. Donc il y a une certaine stabilité que la Juventus. Non mais on n'en parle pas. Non mais on n'en parle pas assez. Mais c'est extrêmement important d'avoir une petite amie ou d'avoir quelqu'un à la maison qui s'occupe de nous. Ça amène de la stabilité. Et derrière, il part. On se dit que c'est bon, sa carrière est lancée. Il va revenir en Espagne au Real. Manque de peau, pas de chance. On compte pas sur lui. Il va en Angleterre aussi, on compte pas forcément sur lui. Compliqué le passage. Hein. Et à l'Atlético, le jeu produit par l'Atlético n'était pas forcément en adéquation avec ses qualités. Néanmoins, il a quand même réussi à finir meilleur buteur du club la saison dernière. Et là, au moins, il arrive. Il a marqué 22 buts avec l'Atlético Madrid en 61 matchs. Et justement, Matteo, il va à la Juventus et là, il retrouve quand même un vieux copain. Cristiano Ronaldo, ça aide aussi, non? Le fait de retrouver quand même Cristiano Ronaldo qu'il connaît parce qu'il a été avec lui, parce que tous les deux sont passés par le Real Madrid. Quel regard portez-vous justement sur cette attaque de la Juventus, je vais dire espagnole, parce qu'en fin de compte, Cristiano Ronaldo étant portugais, a passé le plus gros des centaines de joueurs du côté du Real. Real Madrid. Effectivement, ça donne des résultats très intéressants. Après, moi, je ne suis pas le mieux placé parce que je ne suis pas un supporter de la Juventus. C'est difficile pour moi à soutenir. Non, mais blague à part, encore une fois,
Je pense qu'effectivement, il a retrouvé ce copain de jeu, ce collègue de travail, mais il ne faut pas oublier aussi que, comme elle le disait tout à l'heure à Achille, effectivement, il est arrivé à la Juventus où ça tournait, mais quand même, il faut lui reconnaître que s'imposer de quelque façon dans la Juventus, ce n'est pas quelque chose à moindre, c'est pas un moindre affaire, dans le sens que la Juventus, c'est quand même l'équipe, je le dis à mon corps défendant, italienne qui a tout son palmarès. C'est la vecchia signora, on l'appelle en italien, c'est-à-dire la vieille dame. Donc c'est une institution. Et y arriver, surtout après avoir eu en petite déception dans d'autres équipes, même en Espagne, donc son propre pays, je pense que ça n'a pas été facile pour lui. Et là, il a donné des résultats très intéressants. Il y a Pirlo aussi avec qui il a joué. Oui. Ça fait aussi un gros penchant dans la balance, c'est-à-dire qu'il le connaît par cœur. Il a l'entraîneur qui le connaît par cœur parce qu'il a été coéquipier avec lui. Et là, aujourd'hui, quand il arrive avec Cristiano, bon, c'est ça aussi. Il y a d'autres joueurs, je vous ai dit, on en a parlé de 4, mais il y en a 21 en tout. Hein. Donc je vais juste vous donner quelques noms dont on développe là, on va développer dans d'autres émissions. Il y a Luis Alberto qui est à la Lazio de Roma. Il y a Pepe Reina qui est à la Lazio de Roma. Pepe Reina qui était toujours le 3e gardien de l'équipe d'Espagne qui ne jouait pas, mais comme il était tellement important pour le groupe, on le faisait venir même s'il jouait aucun match. Donc Pepe Reina. Puis il y a Fabian Ruiz dont tu en as parlé du côté de Napoli. Et il y a Deulofeu qui est à l'Udinese. Un joueur qui passait par l'Espagne, qui passait par l'Italie, qui passait par l'Allemagne. Donc aussi un joueur qui a quand même pas mal tourné. Mais Matteo, il n'y a pas que des joueurs aujourd'hui, 21 j'ai dit, espagnols en Italie, mais par le passé, il y a eu d'autres joueurs, et notamment Pep Guardiola. Je vais te poser la question justement. D'abord à Achille. Alors, Pep Guardiola est passé par l'Italie. C'était en 2001, son premier passage. Il a fait 2 clubs du côté de l'Italie. Mais en fin de compte, ça ne s'est pas très bien passé en soi. Ben non. C'est-à-dire que Pep Guardiola, on le résume à son plan à sa carrière d'entraîneur, mais pas forcément à sa carrière de joueur. Force est de constater que, oui, il a eu son importance au FC Barcelone. Et lorsqu'il quitte le FC Barcelone pour arriver à Brescia, ça n'a pas été... il n'a pas été si bon que ça. Il a joué très peu de matchs. Ensuite, il a été envoyé en prêt à la Roma pour revenir à Brescia. C'est relativement compliqué. En Italie, Pep Guardiola, il n'a pas laissé une trace intéressable. C'est bon, un joueur arrivé en fin de carrière. Il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, sans plus. Tu peux confirmer la statistique dont je parlais tout à l'heure. Oui. Oui. Mais tu as la même impression, quand tu regardes ce qui a été Pep Guardiola du côté de Barcelone, qui était l'un des hommes importants du Barça. Quand on voit la carrière d'entraîneur qui est la sienne aujourd'hui, c'est vrai que quel regard portez-vous justement sur Pep Guardiola et son passage du côté de l'Italie? En fait, je pense que très peu de gens se rappellent qu'il est passé par l'Italie, en fin de compte, en tant que joueur. Non, il y a plutôt le souvenir de Pep Guardiola comme un entraîneur. Le fait d'être arrivé dans une équipe qui à l'époque était un peu plus forte de maintenant comme le Brescia, mais d'avoir été prêté finalement à la Roma, ça laisse un peu des traces mineures. Encore une fois, peut-être là on a trouvé des mauvaises conditions dans le sens qu'il n'a pas pu s'épanouir, mais le fait d'avoir été prêté, à mon avis, justement, montre qu'il n'y a pas eu un coup de foudre à Brescia et donc il était peut-être un peu surestimé par rapport à d'autres joueurs espagnols. Notre joueur espagnol qui est passé du côté de l'Italie après avoir fait une très belle carrière du côté de l'Espagne, c'est Gaizka Mendieta. C'est lui-là même qui est arrivé 2 fois en finale de la Champions League avec Valence. C'était en 2000 au Parc des Princes
où Valence a été battu par le Real Madrid. Et en 2001, Valence refait la même chose. Il est en finale, mais cette fois-ci, c'est le Bayern de Munich qui va éliminer Valence. Après cette finale, Gaizka Mendieta, qui voulait trouver d'autres choses, décide de partir. Il va partir notamment du côté de la Lazio de Roma. Voilà, alors tout le monde connaît l'amour que j'ai pour ce club. Hein. C'est bien une plaisanterie, je tiens bien quand même à le préciser, mais c'est un formidable joueur, Mendieta. Malheureusement, son passage en Italie aussi, tout comme un certain Pep Guardiola, il n'a pas vraiment laissé un vrai passage. Il a joué que 20 matchs en 3 saisons à la Lazio de Rome. 20 matchs pour quelqu'un qui fait 2 finales de Ligue des Champions. Et avec moi les souvenirs que j'ai de Mendieta, c'est pas les souvenirs de Mendieta à la Lazio, mais plutôt à Valence. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu cette empreinte qu'il aurait pu et qu'il aurait dû avoir à la Lazio. Après, il faut savoir aussi que contrairement à l'Espagne, en Italie, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes et la charge de travail est plus importante en Italie dans le terme en foncier. Et quand tu as des matchs, comment dirais-je, et des entraînements plus tard dans la journée en Espagne, avec des méthodologies totalement différentes, où c'est un peu plus tranquille en tant que tel, où en Italie c'est la rigueur, si on y va, c'est super cadré, bah, ça peut expliquer que certains joueurs arrivent dans le déclin. Justement, Mendieta, Mendieta, je Alisson. pense que ça résume un peu cette histoire d'amour ou non entre les joueurs espagnols qui vont en Serie A. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un kit ou double, la Serie A, pour les Espagnols en tout cas. C'est soit des phénix qui renaissent de leur cendre, on l'a dit, Morata, Pedro Rodriguez, ou alors c'est le déclin total et on s'en rappelle limite plus que ces joueurs-là ont joué en Serie A. Mendieta, je pense que c'est l'exemple parfait qui résume un peu tout la carrière des footballeurs espagnols qui vont en Serie A. Un autre joueur qu'on a choisi de vous présenter, qui est passé par le championnat italien, qui a fait aussi une très belle carrière du côté de l'Espagne, peut-être un peu moins du côté de l'Italie, on va voir avec Achille, c'est Diego Tristan. C'est ça. Bah, Diego Tristan, c'est un attaquant que moi aussi j'ai connu, mais quand il était à la Corogne. Voilà, c'est ça. Encore une fois. Et il est venu du côté de l'Italie, il a joué qu'une seule saison. Néanmoins, malgré qu'il ait joué qu'une seule saison à Livourne, il a quand même joué 21 matchs et il a marqué qu'un seul but et mis 3 passes décisives. Alors, il arrive dans une période où il y avait très peu de joueurs espagnols qui s'exportaient en Italie. Et c'est la saison d'après son départ, où à partir de 2009, 2008-2009, voilà, c'est ça, où on a vu un regain de joueurs espagnols arriver en Italie. Je pense qu'il n'est pas arrivé à la bonne période. C'est ça, il y avait un trou entre 2005 et 2009, et en 2005, un regain. Oui. D'ailleurs, Matteo, un autre joueur, celui-là a joué un peu plus de temps du côté de l'Italie, c'est Bojan Krkić. Kirkic, c'est un nom imprononçable. D'abord, Achille, alors Bojan, un joueur qui est passé par Barcelone, c'est là où il a été formé. Et du côté de l'Italie, il est passé par la Roma et le Milan. Ouais, mais c'est un joueur qui, lors de ses passages en Italie, je dirais, il a plus marqué les esprits que certains. Contrairement, par exemple, on parlait de lui il y a quelques secondes que Diego Tristan. Bojan, c'est un joueur qui, ça a toujours été l'éternel espoir. On attend qu'il fasse quelque chose. Et en fait, il a subi une pression, je pense, médiatique, qui a fait que sa carrière n'a pas explosé comme elle aurait dû exploser. Néanmoins, en Italie, il s'est quand même relativement bien éclaté, parce qu'en 2 ans, c'est l'AS Rome et le Milan AC. C'est pas donné à tout le monde, ça. Était bon, Milan. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est pas donné. Justement. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ces 2 gros clubs quand même. Et bon, il a pas beaucoup marqué, mais il a quand même pas mal joué. 64 matchs. Hein, il a mis 10 buts, 4 passes décisives en 2 ans. Bon, c'est correct, mais. Mais justement, Matteo, le fait de n'avoir fait qu'une seule saison du côté de la Roma et de l'avoir quitté pour partir à Milan, où il n'a fait qu'une seule saison avec Milan. Ouais, si. En fait, il a quitté l'Italie. Ouais. Justement, ça montre à quel point ça a été difficile, Matteo, pour lui de s'adapter à ces jeux italiens, sachant qu'il venait du Barça quand même.
Je pense que c'est un peu la même situation qu'ont vécu d'autres footballeurs qui étaient attendus avec beaucoup d'impatience C'est dans ça. d'autres équipes pour faire de nom Adriano et Ronaldo qui sont arrivés, qui avaient très attendu à Milan. Et ils ont en revanche obtenu des résultats beaucoup moins importants que Borjan C'est ça. qui a joué au moins deux saisons et dans deux équipes importantes. Comme disait Achille tout à l'heure, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer à la Roma et au Milan. Justement, Et donc et c'est vrai que on attendait beaucoup de lui, mais peut-être on oubliait que d'autres beaucoup plus surestimés avaient donné encore moins. Justement, Alisson, quand on regarde ce qui a été le parcours de Bojan, il a fait 6 championnats. 6. Il est passé par l'Espagne, par l'Italie, par les Pays-Bas, par l'Angleterre, par l'Allemagne. Et aujourd'hui, il est encore en activité puisqu'il est au Canada. Il joue à l'Impact de Montréal. Ouais. Alors, comment expliquer ça? C'est-à-dire, il n'arrive pas à s'adapter? Il n'est pas très vieux déjà, hein. Encore en activité, il n'est pas très vieux. Oui, mais voilà, Bojan, 6 mais championnats différents. c'est énorme. C'est au-delà de ça. Je vais reprendre ton expression, Achille. C'est vraiment l'espoir qui n'a jamais éclos. Bojan, quand il était pour un peu remonter, quand il était à Barcelone, on attendait de lui qu'il soit le successeur sur une aile. Il n'a jamais réussi à passer ce cap-là. Il a changé. Il est parti en Italie et il lui manquait toujours un petit quelque chose pour pouvoir concrétiser ou pour pouvoir affirmer du moins son talent. Et voilà, c'est un peu à l'image des joueurs aussi qu'on vient de citer. On a Morata par exemple, pour un peu faire un parallèle grossier, n'était pas rentré dans une autre dimension. Peut-être que Morata, on aurait pu les comparer avec un parcours un peu similaire. Vraiment, lui, il a jamais réussi à passer ce cap-là et on le voit aujourd'hui. C'est passé en Angleterre, non pas en Angleterre. C'est passé par l'Angleterre, à Stoke City. C'est passé en Angleterre, c'est passé en Italie, en Espagne et jamais le petit truc, il n'y a pas. Je pense que c'est pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est très caractéristique des joueurs qui ont gagné très tôt. Des gros titres très très tôt. Derrière, c'est l'argent qui tombe, c'est la pression médiatique, c'est qu'on est encore plus attendu. Et derrière, manque de peau, la Serie A, c'est pas forcément un championnat très gentil, quoi. Ouais. Alors, deux petites choses sur Bojan. La première, c'est qu'il n'a qu'une seule sélection avec l'équipe d'Espagne. Oui. Il aurait pu jouer avec une autre sélection. Il a joué juste un match. Il n'a jamais été rappelé. Et comme Mounir, qui n'a été jamais appelé qu'une seule fois, il n'a pas pu effectivement aller jouer dans une autre sélection. Le cas de Mounir, c'est le Maroc. Le cas de Bojan, c'est la Serbie. C'est la Serbie. Mais j'ai quand même une question piège à vous tous. Je vous ai dit que Bojan a joué dans 6 championnats différents. Mais il y a un joueur espagnol qui joue aujourd'hui à Benevento et qui a joué dans 11 équipes différentes. 11 équipes différentes. Moi, alors, sais qui c'est, le joueur s'appelle Jarofalque. Okay, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de me dire au moins 2, 3, voire 4 équipes italiennes où il est passé? Je ne sais pas si Matteo... On va laisser plutôt Matteo répondre d'abord. C'est les pièges. Ah. Alors, on peut regarder sur Wikipédia ou pas? Oui. Non, mais il faut regarder sur Wikipédia parce que, en dehors de ça, quand j'ai travaillé l'émission, j'ai regardé à 2 fois parce que je voulais être sûr que c'était bien la bonne info. Alors, Jarofalque. Je peux peut-être donner un club. Voici j'ai un doute. Un club. Alors, bon, un club, il a joué à la Roma. Il a joué, oui, tout à fait. Tu me laisses une chance ou pas? Oui. Genoa, non? Genoa aussi, oui, il a joué à Genoa et à la Roma. Voilà, Benevento, il y est là. Oui, Benevento, il y est. J'ai un doute sur la Sampdoria. Sur la Sampdoria, non, il n'est pas passé par la Sampdoria. J'avais un doute. Et je ne sais pas si... Même notre réalisateur peut-être pourra participer à... Il n'est pas passé à l'Atalanta. Il n'est pas passé par l'Atalanta. Alors, je vais vous dire, bon, il est passé par des clubs espagnols, Villarreal, Almeria, Rayo Vallecano, et en Italie, il a joué la Juve, Bari, Genoa, Roma,
Torino et aujourd'hui à Benevento, sans oublier Southampton et Tottenham, puisqu'il est passé aussi par la première ligue. C'était la question piège. 11 clubs pour Diego Falque qui est aujourd'hui à Benevento. Et avant de fermer cette page et de dire au revoir à Matteo, il y a un dernier joueur qui est certainement le plus vieux de tous ceux qui sont passés du côté du championnat italien. Mais quel joueur! Il s'appelle Luis Suarez. Il est arrivé du côté de l'Italie en 1961. C'est ça. Alors, malheureusement, moi qui suis, et je m'en cache pas, supporter du Milan AC, c'est très probablement, même pendant de très très longues années, ça a été le joueur espagnol le plus titré, un des joueurs les plus titrés, et peut-être les plus importants de l'histoire du football espagnol. Pour rappeler un petit peu, c'est un ballon d'or, 2 Ligues des Champions, enfin l'équivalent de la Ligue des Champions à l'époque, oui. À l'époque, c'est ça. Il a été élu 3 fois meilleur joueur du championnat d'Italie avec l'Inter Milan dans les années 60. C'est un extraterrestre en fait. Un extraterrestre qui était là à cette époque-là. Malheureusement, il a joué pour l'Inter Milan. Hein, mais Matteo n'est pas d'accord, je crois. Et Matteo? Et pour la petite parenthèse, c'est le joueur espagnol qui a joué le plus de matchs en Italie. Voilà, c'est lui le numéro 1. Et jusqu'à présent, il n'est pas détrôné. Peut-être que Callejon va peut-être peut-être le détrôner, mais bon, sait-on jamais. Et on va peut-être écouter. Justement, Matteo, quel regard on porte justement sur Luis Suarez? C'est les années 60, mais c'est vrai qu'il a été ballon d'or. C'est vrai qu'il a été dans le trio à 3 reprises, en 62, 63 et 64, parmi les 3 meilleurs joueurs du Ballon d'Or. Son nom est intimement lié à l'Inter de Milan. Il a été même entraîneur de l'Inter de Milan. Quel regard portez-vous justement sur cette gloire du football espagnol qui est, je le répète, le seul Espagnol à avoir gagné un Ballon d'Or? Oui, effectivement, c'est comme disait Achille, il est un peu un extraterrestre. C'est les souvenirs des saisons de foot où il y avait encore des personnalités qui étaient d'abord des personnalités qui n'étaient pas seulement connues parce qu'ils étaient devenus des icônes. C'était aussi des caractères forts et qui imposaient un style de jeu très important. Je pense qu'il reste comme un peu un modèle de footballeur pour les footballeurs espagnols qui arrivent en Italie, parce que naturellement pouvoir faire une carrière en Italie comme l'avait fait Suarez, ça quelque chose que j'imagine les motive beaucoup. Mais en tout cas, sans doute, son passage à l'Inter lui a donné encore plus de valeur parce que voilà, l'Inter est une bonne équipe comme l'Atalanta, je disais à Achille. Il a terminé d'ailleurs sa carrière en Italie en tant que joueur, puisqu'il est passé 3 saisons du côté de la Sampdoria. Juste peut-être rappeler qu'il a été sélectionneur de l'équipe d'Espagne aussi, donc de l'équipe A. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il était, il n'y a pas si longtemps que ça, encore le meilleur buteur espagnol du championnat d'Italie. Et c'est Callejon qui est passé devant. Qui est passé devant avec. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, avec 51 buts. Juste avant de terminer cette page Italie, juste rappeler quelques autres joueurs qui sont passés du côté de l'Italie, dont on n'a pas développé, mais il y a Martín Vázquez qui est passé par le Torino, Martín Vázquez qui est allé jouer du côté de Marseille, même si ça ne s'est pas très bien passé à l'époque où il est allé du côté de Marseille. Il y a José Mari qui a triomphé du côté de l'Espagne avec l'Atlético de Madrid qui est parti au Milan AC. Et il y a aussi Diego López. Alors Diego López, qui est le gardien qui est parti du Milan. Pourquoi Diego López? Parce que rappelez-vous, c'est Diego López, c'est lui que Mourinho a utilisé pour mettre dehors Iker Casillas du côté du Real Madrid. Il l'a mis d'abord remplaçant et puis il l'a obligé en quelque sorte à partir du Real Madrid à Iker Casillas. Mais on a vu effectivement que Diego López, après, il est parti du côté de l'Italie. Aujourd'hui, Diego López joue en 2e division espagnole avec l'Espagnol de Barcelone. Merci Matteo de nous avoir éclairé sur le regard que vous portez sur le football espagnol, sur les joueurs qui jouent en championnat italien, en Serie A. Par contre, sachez
et qu'il va y avoir beaucoup d'autres joueurs qui vont arriver du côté de l'Italie parce qu'apparemment vous payez bien, les clubs italiens payent bien, ça bosse pas beaucoup. Hein, ça bosse pas beaucoup, je ne sais pas. Ah, tu me diras. Et je te promets que la prochaine fois, on va vous mettre à l'Atalanta Bergame une raclée du côté des Valence que tu n'oublieras jamais. Et j'aimerais t'avoir donc à cette émission pour commenter la raclée que Valence va mettre à l'Atalanta. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité parce que, en plus, moi, je m'occupe en général d'autres sujets. Donc, je ne suis pas un grand expert de foot, mais c'était un plaisir de parler avec toi, Hans-José, et aussi avec tout le reste de l'équipe. Merci beaucoup et hasta luego, alors. Hasta luego. Muchas gracias, Matteo. Et nous, on va continuer avec une des séquences qui s'appelle Nous sommes des champions parce que la Champions League est commencée depuis quelques minutes. Champions League qui a commencé à 19h avec un premier match vachement intéressant. Atlético de Madrid, Bayern, l'Atlético de Madrid qui est deuxième à l'issue de son groupe derrière le Bayern. L'Atlético de Madrid qui avait été corrigé par le Bayern lors de la première journée, match décisif pour l'Atlético qui doit gagner pour au moins essayer de s'assurer la deuxième place de ce groupe qui est un groupe quand même assez compliqué ayant le Bayern. On l'a dit en championnat, l'Atlético revient bien. C'est une équipe assez homogène hein, qui propose du jeu, contrairement aux années précédentes. Et là, il est impératif de gagner pour les hommes de Simeone parce qu'ils sont deuxième avec 5 points. Donc, entre le deuxième et le troisième, il n'y a que 2 points qui les séparent. Donc, une victoire est impérative pour absolument accrocher cette deuxième place du groupe. Un autre match, celui-là, c'est tout à l'heure à 21h, c'est le Shakhtar Donetsk face au Real Madrid. Le Real Madrid qui nous a tous surpris, battant l'Inter 2-0 la semaine dernière. Pas une surprise, hein. Quand même, hein. Mais quand même. Mönchengladbach, Real Madrid, Shakhtar et Inter, un groupe quand même assez compliqué. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Real se déplace après avoir perdu face à Alaves. Je vous disais tout à l'heure, pour la deuxième fois dans l'histoire des confrontations de ces deux clubs. Alors, est-ce que le Real a ses chances face à Shakhtar dans ce déplacement? Ça va être très simple. Le Real a fait un très bon début de saison en Liga. Néanmoins, bon, il a un petit matelas qui lui permet aujourd'hui de voir un petit peu venir et d'enchaîner les d'enchaîner les contre-performances et de ne pas être comment dirais-je, lâché au niveau du championnat. Et à contrario, on voit en Ligue des Champions, les débuts étaient très 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 poussifs. On n'en oublie pas que c'est le Real Madrid. C'est-à-dire que quand ils ont besoin, quand ils sont dos au mur, et surtout quand Zinedine Zidane est dos au mur, c'est là où il excelle le plus. Moi, je vous le disais, c'est pas vraiment une surprise de voir le Real Madrid s'imposer à l'Inter Milan. Quand on connaît l'Inter Milan et tout ce qui se passe à l'intérieur du club, c'est pas vraiment une surprise. Et d'ailleurs, c'est bien caractérisé par le pétage de plomb d'Arturo Vidal, hein, qui a peut-être vu le taureau ou le maillot blanc, ça l'a peut-être rendu fou, pour la petite parenthèse. Néanmoins, le Real Madrid va finir premier de son groupe et va gagner à la fois le Shakhtar et va battre aussi Mönchengladbach. Je te l'annonce. Demain, 19h, c'est Séville-Chelsea. Alors, les deux clubs sont déjà qualifiés. Alisson, tout ce qui est en jeu, c'est la première place du groupe. Et c'est pas une mince affaire quand même. C'est pas une mince affaire hein, quand on sait que c'est quand même deux mastodons de cette compétition. Donc là, les deux équipes sont qualifiées. Donc là, comme tu l'as dit, Juan José, l'enjeu majeur, ça sera la première place. Donc une belle bagarre avec un Chelsea qui nous a offert quand même des belles prestations en Ligue des Champions. Et Séville qui est toujours là, même si en Liga, ça va pas. Sa compétition, c'est la Ligue des Champions ou l'Europa League. En tout cas, en Europe, ils sont toujours là. Un petit mot très rapide. Moi, je pense que c'est plutôt un match important pour Séville plutôt que pour Chelsea parce que là, pour le moment, Chelsea est premier de sa poule. Néanmoins, si Séville termine deuxième, ils sont susceptibles de choper au tirage au sort un gros au niveau des quarts de finale, des huitièmes de finale. Donc, c'est plutôt Séville qui a besoin de prouver, de faire un résultat
Maintenant, après, c'est un match très ouvert, quoi. Alors un match qui n'a pas d'enjeu hormis le fait à nouveau d'être premier du groupe, c'est Fenerbahçe Barça. L'autre c'est Juve Dynamo de Kiev. Ça se joue entre la Juve et le Barça pour être premier des groupes, éviter justement un gros. C'est ça en fait le seul objectif. Moi, non, parce que pour Barcelone, et je pense qu'Alisson va aller dans mon sens, ce genre de match-là a une importance capitale. Parce que quand on voit la crise de confiance qu'il y a au sein du club, avec la direction par intérim, on attend encore les élections, on voit un petit peu le cas Messi qui n'a toujours pas prolongé et qui, là, on est quand même au mois de décembre, à peu près dans 3 semaines, il peut s'engager avec n'importe quel club au monde. Il y a le cas Griezmann aussi qui est là, Ansu Fati qui est blessé. Voilà, c'est ça. Ansu Fati aussi qui est blessé. C'est un match capital pour pouvoir fédérer le groupe et pour pouvoir enchaîner. Et surtout, j'irai dans ton sens encore plus quand on sait que Piqué est blessé et que l'anglais vient de se blesser aussi. Donc à Barcelone, il n'y a plus de défenseur central de métier. Enfin, il y a Umtiti qui est revenu. Ouais, il est revenu, mais bon. Faut pas oublier Umtiti. Il est un peu aux oubliettes mais depuis vrai un an. Son genou, il dit qu'il tient, mais en fait, il tient pas tant que ça. Umtiti, on le met de côté très gentiment et avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais c'est quand même un match pour solidifier les bases là à Barcelone. On en a grandement besoin quand même. Juste un petit mot sur les matchs des jeudis, puisqu'il y a l'Europa League. Il faut savoir que Grenade va jouer face au PSV Eindhoven qui est en jeu. C'est la première place justement de ce groupe. Après, c'est la Real Sociedad qui va jouer face au Croate de Rijeka. Victoire obligée pour la Real Sociedad pour essayer de se qualifier donc pour la prochaine étape des champions des Europa League. Et puis, la troisième équipe en Europa League, c'est Villarreal qui pourrait, avec une victoire sur les Turcs de Sivasspor, pourrait donc assurer la qualification du côté de Villarreal qui sont très bien donc en championnat espagnol et qui pourrait comme ça continuer son aventure avec le roi de l'Europa League, Unai Emery. Oui, c'est ça. On va changer maintenant de séquence. Nous allons parler du match Séville-Real Madrid de la semaine prochaine. C'est le match. Séville-Real Madrid, c'est le match vedette. C'est samedi prochain à 16h15 du côté de la Liga. C'est le match pour la 12e journée du championnat. Rappelez que Séville est 5e du championnat. Le Real est 4e. Il n'y a qu'un point de différence entre ces deux clubs. Et nous sommes allés demander aux créateurs, aux fondateurs et administrateurs du compte Séville France, justement, qui s'appelle Marc Zamperini Hermoso. On a demandé à Marc justement de nous donner les clés de ce match. La première question que nous lui avons posée, c'est quelles sont les forces de Séville pour battre le Real Madrid? Quelles sont les forces de ce Séville FC pour affronter le Real Madrid de Karim Benzema, de Kroos, d'Eden Hazard, de Sergio Ramos? Nous pouvons bien évidemment tout d'abord penser à l'aspect collectif créé par Lopetegui qui a réussi à créer un vrai groupe, un esprit solidaire extrêmement solide et compétitif, bien sûr dans la positivité et dans la générosité. Il y a ce coaching de Lopetegui qui est une force. Il y a bien évidemment des individualités type Lucas Ocampos, Jesus Navas, Juan Jordan, extrêmement intéressant ce début de saison. Jules Koundé, Diego Carlos, bien sûr, tout cet aspect défensif qui va être intéressant dans ce duel avec Karim Benzema, mais moi je dirais vraiment que le collectif va primer et c'est ce qui fait la différence de ce Sevilla FC version Julen Lopetegui, que ce soit depuis le début de la saison dernière ou cette saison-là. Il y a également le fait d'avoir un banc intéressant avec beaucoup de solutions et ces 5 changements qui sont toujours très positifs, qui nous permettent bien sûr de pouvoir changer les physionomies de certains matchs grâce à des rentrées comme Oliver Torres, Nemanja Gudel, Idrissi qui est revenu de blessure, El-Nesseri qui est très intéressant lorsqu'il rentre en tant que joker. Donc il y a des forces du côté Sevilla FC, il y a également des contres, les absences de Marcos Acuna, l'absence de Sergio Escudero, qui sont très difficiles à combler sur ce côté gauche puisqu'on a perdu les 2 latéraux gauche du Sevilla Football Club. Donc il y a des côtés intéressants, il y a également des aspects qui vont être un petit peu plus négatifs puisqu'on affronte une très grande équipe. Donc Lopetegui va évidemment travailler ce match, mais la fatigue de Krasnodar, alliée à l'absence de ce côté gauche, risque
d'être un petit peu difficile à combler, mais Julen va nous préparer quelque chose et ça va être très intéressant. Justement, Alison, tu partages l'avis de Marc. La force de Séville, c'est son collectif, Je suis entièrement sans aucun d'accord. doute. Je suis entièrement d'accord. C'est un collectif bien huilé, un collectif qui a énormément d'envie, un collectif qui glisse bien, même avec les changements. On a parlé du banc. C'est quand les changements sont effectués, il n'y a pas l'équipe n'est pas désavantagée. Donc face à ce Real Madrid là, qui lui justement, qui collectivement a un peu plus de failles dues aux nombreuses absences, Séville a une carte à jouer. Séville a une carte à jouer. Peut-être que cette carte peut s'appeler Rakitic, qui est revenu du côté de Séville. Est-ce qu'il a un rôle à jouer justement, Rakitic? Oui, bien sûr, il a un rôle à jouer. Il va apporter toute son expérience. Et le fait de se sublimer face au Real Madrid, parce qu'il a eu généralement, il a toujours fait des bons matchs contre le Real Madrid. Là où moi je dirais que ce serait peut-être pas forcément Rakitic, mais vraiment Lopetegui. C'est-à-dire que ça va être son match à lui, lui qui a été jeté comme un paria, qui a quand même quitté la sélection espagnole à l'orée d'un mondial pour prendre le Real Madrid. Bon, c'est difficile de dire non au Real et de dire non à Florentino Pérez. Et là, je pense que ça va être sa meilleure vengeance possible. Petite parenthèse. On parle de Lopetegui, mais c'est aussi un petit peu le cas d'Unai Emery. Ces deux coachs-là, ces deux coachs revanchards, et qui, à mon sens, cette année en Espagne, ils vont faire avaler des couleuvres à beaucoup, beaucoup de clubs. Et le Real Madrid, et pourtant Dieu seul sait que j'aime le Real Madrid, je ne les vois pas s'imposer face au FC Séville, parce que Zidane, j'ai des petits doutes sur sa capacité à perturber cette équipe de Séville, qui, bien entendu, avec un Lopetegui, un effectif jeune, et comme tu dis, un collectif qu'il a vraiment façonné à sa façon, puisse s'imposer face à Séville, quoi. Tu as parlé de Lopetegui, belle transition, parce que je posais la question justement à Marc des Séville-France. Je lui ai posé la question, est-ce que ce match, c'est aussi un match dans les matchs, un match Lopetegui-Zinedine Zidane? Un match dans le match, Julen Lopetegui face à Zinedine Zidane, la revanche de Lopetegui. Alors bien sûr, Julen aura à chaque fois qu'il va affronter le Real Madrid une revanche à prendre, mais je pense que il est passé à autre chose puisque son acte de rédemption était de gagner l'Europa League 2020. Donc il a permis de montrer à tout le monde que c'était un grand coach qui avait des idées, qui avait raison, en tout cas d'insister dans ses idées. Moi, je pense que son passage au Real Madrid a été grandement faussé par le fait que Cristiano Ronaldo soit parti et non remplacé, et que c'est extrêmement difficile de passer d'un joueur aussi fort à rien du tout, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de solution de rechange pour lui. Eden Hazard est arrivé la saison d'après, donc c'est quelque chose qui est biaisé, et je pense que les supporters du Real Madrid, à quasi-unanimité, respectent Julen Lopetegui. Après, voilà, Zinedine Zidane connaît ce Sevilla Football Club. C'est pas la première fois qu'il a des difficultés à affronter cette équipe, mais voilà, je pense que Julen Lopetegui va nous préparer quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, et que ses idées de jeu vont être en fonction de son idée qu'il a du Real Madrid. Donc le milieu de terrain va être extrêmement important, et des joueurs comme Jordan, comme Fernando vont avoir un aspect très important dans ce match-là. Donc oui, une revanche à prendre, mais de l'eau a coulé sur les ponts depuis. On verra qui gagne ce match entre Lopetegui et Zinedine Zidane. Ça sera samedi prochain à 16h15 pour ceux qui souhaitent voir et regarder ce match qu'on vous conseille. Et on a posé une dernière question à Marc de Séville-France, parce que vous le savez, du côté du Real, forcément, il y a des joueurs français, il y a Varane, il y a Benzema, mais je me suis plutôt intéressé à Jules Koundé, le joueur, le défenseur central du FC Séville. Et j'ai demandé à Marc, alors Jules Koundé, c'est quoi Jules Koundé? C'est le joueur qui monte du côté de Séville? Alors Jules Koundé, le Français qui monte, Jules Koundé, excellent encore une fois face à Krasnodar, qui nous a vraiment rendu une prestation de très grande qualité, d'un niveau international, notamment en arrêtant une action, en poussant le ballon sur le poteau alors qu'il allait avoir but. Enfin une action défensive exceptionnelle que je vous invite à voir pour vous rendre compte de la qualité défensive du garçon.
intéressant de voir que le Français va se donner toutes les chances et toutes les qualités, va mettre toutes les qualités de son côté pour aller à l'Euro, puisque c'est largement mérité à mon avis. Je pense que axe droit de la défense de l'équipe de France, il n'y a pas grand monde qui soit plus fort que lui. À mon avis, une défense axe droit, Varane, Koundé, et côté gauche Kimpembe l'anglais, ce serait une défense de très grande qualité, d'un vrai potentiel vainqueur de l'Euro 2021. Donc un joueur qui a énormément de qualité, qui est très apprécié du côté Sevilla FC. Il a encore parlé récemment dans le Canal Football Club en réitérant qu'il avait les possibilités de partir cet été, que ça ne s'est pas fait, mais qu'il était quand même content de rester à Séville. Donc très intéressant de voir le Français rester parmi nous et de le voir continuer à évoluer et à grandir, notamment via des matchs de Champions League, puisque le Sevilla FC s'est qualifié en 8e de finale. Donc voilà, un Français qui a tout l'avenir devant lui et qui, je le rappelle, n'a coûté que 25 millions d'euros, même si ça semblait une grosse somme lors du jour de son transfert. Mais voilà, 25 millions d'euros extrêmement bien investis par le Sevilla FC, qui a failli le revendre quasiment 4 fois plus cher. Justement, Alisson, euro ou pas euro pour Jules Koundé? A-t-il l'étoffe justement pour pouvoir aller du côté, pour pouvoir être sélectionné? Il a joué avec les jeunes, avec les moins des 21 ans. Est-ce qu'on peut faire appel à lui? Il est encore trop jeune. C'est un jeune joueur qui ne demande qu'à progresser. C'est un joueur là qui est au FC Séville, en train de s'épanouir complètement et qui est en train de prendre de l'assurance. J'ai envie de dire oui pour l'Euro parce que tout le monde a sa chance pour cet Euro 2021 dans la mesure où c'est une saison très très compliquée. Donc les joueurs qui seront constants et qui feront de bonnes prestations forcément auront leur chance parce qu'à côté de ça, il y aura énormément de blessures, énormément d'inconstance chez d'autres joueurs. Donc oui, il a sa place dans cette équipe de France. Achille, justement, on ne sait pas s'il ira ou il n'ira pas du côté de l'Euro, mais en tout état de choses, il aurait pu partir de Séville. Il ne pas partir pour continuer à grandir. Faut-il qu'il laisse Séville, qu'il aille vers d'autres horizons, peut-être avec des clubs beaucoup plus importants, où la pression sera aussi beaucoup plus importante? S'il va aller à l'Euro, tant que Didier Deschamps est là, il ne faudra pas se leurrer. Il faudra que Séville fasse des performances exceptionnelles pour qu'il puisse céder au fait qu'il puisse être appelé. Moi, je pense qu'il ne sera pas justement appelé parce qu'il est encore jeune et qu'on minimise, on parle beaucoup de lui, mais on minimise beaucoup le rôle de Diego Carlos. Pourquoi il fonctionne bien? C'est parce qu'il a sa complémentarité parfaite avec Diego Carlos. Il était dans le championnat de France. On l'a vu avec Bordeaux. On a vu qu'effectivement, il y avait quelques petites qualités qui étaient visibles. Et Monchi se trompe jamais. Voilà, il se trompe jamais, si ce n'est tous les 37 de chaque mois. Ouais. Voilà, c'est ça. Quand il est à la Roma. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est son association avec Diego Carlos qui fait que aujourd'hui, Jules Koundé, il s'épanouit. Parce qu'à côté de lui, il a quelqu'un de très fort, très physique et qui a un magnifique pied gauche. Néanmoins, en équipe de France, j'émets un doute parce que pour moi, s'il n'a pas un joueur du même profil que Diego Carlos, je pense pas qu'il sera pris parce que la défense centrale, c'est une question de paire, d'association. Et s'il n'a pas son penchant, ça marchera pas. Avec Varane, une défense Koundé-Varane, c'est deux profils sensiblement similaires. Varane a peut-être un peu plus d'expérience, mais ça collera pas. Avec un Kimpembe, pourquoi pas? Je vous invite à regarder donc ce match Séville-Real Madrid. C'est samedi prochain, 16h15, pour ceux qui souhaitent le regarder et voir si c'est Zidane ou Lopetegui qui gagne, pour voir si notre ami Jules Koundé est décisif ou pas dans ce match, ou bien si Varane, effectivement, lors de ce match, va lui gagner donc le poste en équipe de France. Je vous invite aussi à suivre le compte de Séville France, un compte qui compte plus de 20 000 followers déjà, donc quand même un compte assez important pour suivre l'actualité de Séville. Dernière séquence de cette émission, c'est la quiniela.
La quiniela, juste vous rappeler quels sont les matchs de la semaine prochaine. L'Atlético de Bilbao va jouer face au Celta, Levante va jouer Getafe, Séville, donc Real Madrid samedi prochain. Atlético de Madrid, Real Valladolid, Cadiz, Barcelone, donc un match qui devrait aller pour nos amis catalans, peut-être pour se récupérer un peu ses devoirs de ces dernières semaines. Grenade qui joue Huesca, Osasuna, Real Betis, Ballon-Pied. Villarreal qui va affronter Elche, qui n'est pas très loin, hein, quelques centaines, petites centaines de kilomètres de Villarreal. Deportivo Alavés qui, après avoir gagné face au Real Madrid, va jouer la Real Sociedad, leader du championnat espagnol. Et puis le dernier match, Eibar-Valence. Si Valence ne gagne pas face à Eibar, je pense qu'il vaut mieux qu'ils arrêtent de jouer au football. Cela dit, on verra tout ça la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci Alison, merci Achille, merci à Matteo Grisalberti qui nous a accompagnés lors de la première partie de cette émission, ainsi que Abdelhamed aussi qui nous a accompagnés avec ses analyses. Merci a tous, a la semaine prochaine, 19h. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene, no lo olvidéis, a las 7 de la tarde aquí en Cap Sport.